Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. La Polynésie est régulièrement touchée par des épisodes météorologiques marquants. Et à chaque fois, ce sont les mêmes questions. Avons-nous été suffisamment préparés ? Sommes-nous intervenus assez vite ? Et surtout, comment protéger et accompagner les familles durablement face à des phénomènes qui semblent de plus en plus intenses ? Pour rappel, en mai 2023, à Teupo, 200 litres d'eau par mètre carré en 3 heures ont provoqué une crue éclair. La même année, en décembre, plus de 260 habitations de Tahiti ont été inondées, voire pour certaines emportées par des pluies intenses. Plus récemment, les fortes pluies et l'éboulement meurtrier d'Afaïti nous montrent la fragilité de nos communes face à des phénomènes soudains. Ce soir, je vous propose de débriefer de la Polynésie face aux catastrophes naturelles avec mes 4 invités. Alexis Taupua, tu as été sinistré à Teupo en 2023. Yaorana. Yaorana TNTV. Victoire Laurent, tu es climatologue chez Météo France. Yaorana. Yaorana. Nous avons également Oléa Cummings. Toi, tu es chargée des sinistres et indemnisations chez Poema Assurance. Un moment important quand on fait face à ce genre de catastrophe. Yaorana. Tout à fait. Yaorana. Et enfin, Charles Vanna, directeur de la sécurité de la ville de Fa'a. Yaorana. Bonsoir. Merci à tous les 4 d'être avec moi ce soir. Avant de commencer cette émission, nous souhaitons adresser toutes nos pensées aux familles qui ont été touchées par l'éboulement d'Afaïti, un drame qui a marqué évidemment toute la population. Également, nous souhaitons saluer le courage des habitants, le courage des secouristes et de tous ceux qui se sont mobilisés face à ce drame. Évidemment, ça, je pense qu'on a tous vu, ça nous a tous marqués. Peut-être que pour toi, d'ailleurs, Alexis, ça fait une sorte d'écho à ce que tu as vécu il y a maintenant 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé pour toi en mai 2023 à Teupo ? Tout à fait. Nous avons donc ce matin-là, nous avons eu cette pluie torrentielle qui est tombée. Et donc, à un moment, il y a cette crue, il y a cette rivière qui est montée d'un clan. Et il y a eu un débordement au fin fond. Et donc, on a été pris au dépourvu, c'est le cas de le dire. Ouais. C'était le choc, c'était des larmes. On était... Il a fallu sortir tout de suite. Comment ça s'est organisé ? On ne pouvait rien faire pour récupérer quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Nous avons été vraiment pris au dépourvu. La priorité, c'était de sauver les personnes. Exactement, parce que lorsque l'eau est venue, donc c'était monté jusqu'aux genoux, même dans la maison. C'est pour vous dire. En combien de temps ça s'est passé, ça ? Quelques minutes ? 1 heure ? Oui, à peu près, exactement. Donc, c'était le choc vraiment. Et même au sein de la maison, dans nos cuisines, tout flottait. Que ce soit les frigidaires, les congélateurs, tout flottait. Dieu merci, parce que mes prises n'étaient pas en bas. C'était mais en hauteur. Sinon, je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Donc, c'était vraiment triste. On a quasiment tout perdu, c'est le cas de le dire. Et c'est le côté pris au dépourvu, en fait, qui, je pense, qui est extrêmement marquant, parce qu'effectivement, 1 heure, ça peut paraître long, mais en réalité, quand on fait face à ça, c'est très court. On n'a rien pu récupérer. Oui, c'est sûr. En tant que climatologue, Victoire, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces derniers épisodes, là, de ces dernières années, où effectivement, on a l'impression qu'on est face à des épisodes, je le disais, de plus en plus intenses ? Alors, en fait, il y a 2 choses qu'il faut retenir. D'abord, si on regarde les cumuls de pluie, on constate qu'il n'y a pas d'évolution dans les cumuls de pluie. On constate qu'on a exactement les mêmes cumuls de pluie pendant la saison chaude, les mêmes quantités de cumuls de pluie. Par contre, ce que l'on constate, c'est que la distribution de cette eau n'est plus la même. Avant, on pouvait avoir des pluies qui étaient régulièrement réparties pendant les 6 mois de pluie. Bon, là, c'est pendant la saison fraîche. On avait également, pareil, très peu de pluie pendant la saison fraîche, plutôt des orages. Mais on constatait plutôt une régularité de cette distribution des pluies. Là, ce que l'on constate, c'est que on peut avoir pendant 1 mois, 2 mois, pas de pluie. Et le 3e mois, on récolte, on observe 3 mois de pluie qui tombent en une fois.
sur un mois. Donc c'est ce qu'on constate plutôt, c'est que c'est des pluies intenses qui, sur de courtes périodes, qui sont observées depuis quelques années. Alors sur l'épisode qu'il y a eu à Tiopo, c'est peut-être pas la même chose parce il y a eu deux phénomènes concomitants. Le premier phénomène, c'est que avant cet épisode de pluie, il y a eu une vigilance orange pour forte houle. Donc il y a eu une forte houle qui était de plus de 4 mètres, 5 mètres, qui est arrivée sur la zone, qui a rempli le lagon. Il y a eu ensachage du lagon. Donc la montée des eaux et la montée du lagon a été observée. Et puis la houle commençait à s'atténuer. Et pendant que la houle s'atténuait, est arrivé cet épisode de forte pluie, de pluie intense. En 3 heures, il est tombé, comme tu l'as rappelé, 200 litres d'eau en mètre carré. Donc c'est important. Il faut savoir que on a regardé les durées de retour pour ce phénomène. C'est plus de 10 ans. Donc il faut attendre, je sais pas dire tous les 10 ans, mais disons que sur 50 ans, on observe au moins 5 fois ce type de phénomène. Donc c'est quelque chose qui était intense, puis intense, phénomène extrême qui est arrivé. Donc écoulement d'eau sur nos rivières. Quand on sait que le temps de réponse est entre 20 minutes et 2 heures, donc c'est très rapide. Une pluie qui tombe sur la montagne, il faut dire que cette goutte, elle met entre 20 minutes et 2 heures pour arriver à l'embouchure. C'est ce qui a créé la crue. Et en fait, à l'embouchure, la montée des eaux a freiné l'écoulement d'eau. Donc ça fait que ça a débordé aussi bien à l'embouchure que un peu plus haut de la rivière. Donc ils ont vécu malheureusement cette concomitance de deux phénomènes extrêmes en l'espace d'un très court, 3 heures, c'est vraiment très court. Est-ce qu'on peut l'anticiper, ce genre de choses, ou c'est absolument pas anticipable? Alors c'est très difficile à anticiper parce qu'il faut rappeler quand même que la Polynésie française est le seul territoire où nous ne possédons pas de radar météorologique pour surveiller ce type de phénomène ce que nous on appelle des prévisions immédiates. Il faut avoir l'information très rapidement pour pouvoir alerter la population. Or nous on n'a pas ce type de capteurs. C'est une piste à explorer pour les années. Ça fait déjà un moment qu'on n'arrête pas de lancer des sonnettes d'alarme en disant il nous faut un radar. Donc tout ce qu'on dispose aujourd'hui, c'est sur site, on a des bénévoles ou même nos propres stations de mesure de la pluie où on a les satellites, mais pareil, c'est des passages qui sont pas c'est toutes les 3 heures, qui sont pas toutes les heures, donc qui sont pas forcément au moment où se passe le phénomène. Et donc c'est très difficile à anticiper. Donc dès qu'on a l'information, on commence à lancer les alertes de vigilance. On va y revenir évidemment. Oléa, donc tu représentes une assurance locale. Est-ce que vous avez vu, j'allais dire, l'augmentation de ces problématiques de remboursement de sinistres au sein des assurances? C'est quelque chose qui est pris en compte chez vous? Alors, pour répondre à ta question, déjà, il est très difficile de répondre à ta question parce que certaines assurances ne couvrent pas cet événement. Ah, voilà. Donc ça, c'est le point important. Donc, oui. Est-ce que tout le monde est couvert en cas de catastrophe naturelle? Non. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est faisable pour les assurances? Ça dépend des assurances, comme je le disais. Il faut faire le tour en fait du marché et voir quelle assurance propose en fait de couvrir cet événement. D'autres le font, d'autres ne le font pas. Donc, il faut voir en fait laquelle le fait. Et je pense que oui, en fonction des contrats et des garanties, le sinistré en question peut être indemnisé de tous ces dommages. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer quand on signe une assurance habitation que finalement ça fait partie des clauses un peu classiques, mais finalement non. C'est ce qu'on doit comprendre. Il faut regarder vraiment les détails des clauses de notre contrat. Oui, après il est important quand même de lire son contrat, mais déjà en fait nous notre rôle démarre à la souscription du contrat, c'est-à-dire que on est là pour répondre à un besoin. On n'a pas tous les mêmes besoins. Une maison à Tiopo n'a pas le même besoin qu'une maison à Papeete. Déjà, il faut le savoir. Donc là, nous, en fonction de ça, il faut qu'on récolte toutes les informations possibles, les éléments nécessaires, c'est-à-dire ta zone à risque, c'est ça, ouais. Et la valeur de ton bien. En fonction de ça, on peut faire des contrats sur mesure. Et là, en fonction de ce contrat, de ses besoins... Il faut vraiment être vigilant dessus. Je termine ce tour de table avec Charles. Donc, tu gères la sécurité d'une grande commune, FAA. Quel regard tu portes sur ces événements? Est-ce qu'effectivement, les communes, aujourd'hui, sont en fragilité face à ce type d'événements, de phénomènes météo? Je dis pas la commune. Je pense qu'il faut être honnête. C'est vraiment la responsabilité de l'être humain. Oui.
Parce que si on a tous ces problèmes, parce qu'il a toujours plu depuis des décennies, même avant que l'on soit là, il a toujours plu. Oui, il a Mais toujours plu, mais maintenant- comme disait Victoire, il pleuvait pas autant d'un seul coup, c'était plus réparti. Donc, Et maintenant, avec tout ce qu'on a fait, tout ce que les gens ont fait, avec l'accumulation des habitations qui récoltent de l'eau, on a goudronné partout, on a cimenté partout. Alors toute cette eau-là n'est plus absorbée par la terre. Il faut qu'il arrive quelque part. Mais tout redescend vers la mer. Et avec, comme Victoire nous l'a dit, avec la montée des eaux et l'arrivée de toute cette masse d'eau, tu vois, c'est sûr que tout l'eau va retourner vers l'intérieur. Et c'est ce qui provoque toutes ces inondations. Pour avoir vécu les éboulements de 98 à Taha, en 98, j'avais jamais vu des gouttes de pluie aussi grosses, hein. Ah ouais. En 98, hein. Là, on est en 2025. C'est la première fois que j'étais confronté à ça. Mais dû à ça, il y a eu aussi des éboulements, quoi, hein. Je pense que, voilà, c'est pour ça que je dis, il y a toujours eu de la pluie. Il y aura toujours peut-être des périodes où ça va un peu se dérégler. Mais il y a aussi l'être humain qui est responsable là-dessus. Ouais, Moi, on je construit suis- trop, voilà. on urbanise peut-être un peu trop les zones. Oui, voilà. Ça. Et plus on a besoin, en plus on a besoin de place. Mais qu'est-ce qu'on fait? On tape dans la montagne. On tape. Et on fait des terrassements. Des fois, il y a des champions. Il y a des champions qui le font parce qu'en disant que ce sont des experts, mais finalement, qu'est-ce qui se passe par la suite? Mais ben voilà, le résultat aujourd'hui, ça, c'est ce qui arrive. Est-ce que c'est alors certes il y a la responsabilité de l'être humain, mais en tant que représentant d'une commune, est-ce que maintenant aujourd'hui on le sait qu'il y a de plus en plus de problématiques comme ça, il faut anticiper, il faut commencer à mettre en place des plans justement pour pallier probablement à des épisodes qui risquent d'être plus intenses. Le territoire a mis en place le PPR, hein, le plan de prévention des risques, D'accord. et qui définit les zones à risque, inondation, éboulement, tout ça. Maintenant, c'est que nous, au niveau de la commune de Faha, on sait qu'on arrive dans la période des pluies. Nos services techniques commencent à faire les grands nettoyages des évacuations d'eau. Même si on participe avec le pays, on demande au pays de venir faire leur part. Nous, on fait notre part. On a moins, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a moins de problèmes parce que pendant des années, on s'est toujours dit, quand il pleut fort, c'est sûr qu'on voit des frigidaires, on voit de toutes sortes. Parce que vous êtes densément peuplé quand même à Faha, Oui, il y voilà. a beaucoup de. On voit toutes sortes de détritus sur la route, quoi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de moins en moins parce qu'on anticipe aujourd'hui. Mais ça aussi, ces frigidaires, tous ces saletés-là, c'est pas tombé d'un arbre. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, ça, c'est encore la main de l'homme. C'est encore la responsabilité de l'être humain. Alexis, je me retourne vers toi parce que du coup, pour toi, c'est ça aussi. Il aurait fallu anticiper peut-être le nettoyage de la rivière, ce genre de choses. Qu'est-ce qui pour toi a péché dans ce Je voulais juste avant tout rappeler que ce que nous avons eu, l'événement que nous avons eu, c'est une première. Je suis né sur Théopo, j'ai 74 ans. Jamais on a vu une chose pareille. Même j'ai mon oncle qui avait plus de 90 ans a vécu pour la première fois cet événement. Oui. C'était catastrophique. Donc voilà. Et puis cette montée d'eau, il faut que vous sachiez, c'est le débordement ne vient pas du rivage, ça vient du fond. Mhm. Il y a un débordement parce qu'au milieu de la rivière, il y a des petits moutous, il y a tous les déchets qui sont sur place et donc il y a ce débordement. Et donc la les montée déchets font partie. venait de la rivière et un peu de partout. Et ce que nous avons reçu, c'est pas de l'eau, c'est de la boue. Ouais. De la boue, une masse de boue de cette... voilà. C'est ce que je peux... Il y en a de la boue quasiment dans la maison, autour de la maison, dans la cour. Et ce que j'ai apprécié quand même, c'est que quelques jours après, nous avons reçu l'armée qui est venue à notre secours. Et donc, qui ont tout, coin par coin, ont pu enlever toute cette masse de boue. C'est merveilleux, on ne peut que les remercier. Je voudrais également remercier notre maire Ronio, c'était la première à venir sur place, et dites-vous qu'elle avait les larmes en voyant les dégâts, parce qu'on ne pouvait rien faire. Rien faire. Moi-même, j'ai tout perdu, je ne savais même pas que j'avais mon sac dans l'eau, avec les cartes de passeport, etc. et tout, je l'ai su qu'après.
Donc, pris au dépourvu. T'as l'impression d'avoir perdu toute ta vie, quoi. Tes photos, tes papiers. Exactement. Donc voilà, c'était triste. C'est partout, hein, autour. On voyait des gens pliés, etc. Parce que c'était inondé quasiment partout. Voilà. Et comment, justement, vous avez été accompagné après cet épisode-là? Tu l'as dit, évidemment, les officiels viennent. Il y a eu l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les officiels sont venus. Nous avons reçu, bien sûr, les 3 députés. Donc, il y a le président avec les 2 députés qui étaient venus nous rendre visite. Donc, pour constater les dégâts. Ensuite, nous avons eu la venue de l'OPH sur place et aussi le service social pour faire un constat de tout ce dont nous avons perdu. Donc, voilà. Et comment vous avez été aidé concrètement? Parce que tu me dis, je suis partie, j'avais plus rien. Comment ça se passe le quotidien une fois que tu n'as plus de maison, tu n'as plus d'habitation? Où est-ce que tu vas? C'est l'entraide de la population, on te reçoit à la maison? J'ai vu le cœur généreux de la population. Une aide qui venait de partout. Nous avons été gâtés en ce sens, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que le pays donc, a mis en place tous ces services pour venir à notre secours, pour faire des constats, pour relever tout ce dont nous avons perdu. Et nous avons bien sûr été regroupés, toutes les sinistrés dans la salle Omnisport, avec nos tavannas bien sûr, et avec tout le service OPH, pour nous recevoir et donc en tenir compte de tout ce dont nous avons perdu, idem pour le service social. Léa, au niveau des assurances, est-ce que si on a souscrit la bonne chose, qu'est-ce qui se passe pour les sinistrés à ce moment-là? Déjà, nous, pour pouvoir instruire un dossier, il nous faut tous les éléments possibles pour l'instruire. Il faut que l'assuré, en fait, fait l'inventaire de tous les dégâts, chose qui n'est pas facile. Comment tu fais pour faire un inventaire si tu as perdu toutes tes... Tu sais, par exemple, on dit il faut les factures, etc. Tu peux pas. Oui, mais c'est comme il disait, pour ses papiers, son passeport, son sac et tout, il ne l'a su qu'après. Forcément, on ne va pas presser le sinistré. On sait dans quel événement il vit actuellement. On est quand même assez tolérant face à un tel événement, pardon. Donc, on attend quand même un petit moment qu'il fasse en fait l'inventaire de tous ces dégâts. Nous, on récolte tout ça et on missionne en fait un expert. C'est notre expert qui va aller sur les lieux et lui, son rôle en fait est de mesurer la réalité du dommage. En fonction de ça, on peut intervenir et faire notre indemnisation. T'as eu affaire aux assurances après ou pas? Non, pas du tout. Nous n'avons pas eu avec l'assurance, mais avec le service du pays. Donc, je parlais du service social. C'est eux qui ont accompagné. Alors, à la salle Omnisport, on regroupait tout le monde, on recevait tout le monde, etc. Chacun donnait ce qu'ils ont perdu. Et après, nous avons été reçus une seconde fois avec toujours nos tavannas, donc à la mairie, pour compléter nos dossiers donc de tout ce dont nous avons perdu. Et donc, le service social également sont venus sur place, ont fait des constats. Ils sont revenus une seconde fois. Mais ce qui m'a déçu, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le cas de le dire, c'est que lorsqu'ils sont venus une deuxième fois, donc j'avais relaté, j'avais perdu ceci, j'ai 4 lits, et qui te répondent direct, nous ne sommes pas là pour tout couvrir. On te donne un matelas, c'est un matelas et non pas à couvrir tout le reste. Mais c'est quoi ce truc-là? Je le dis, non, mais c'est une réalité, c'est pas inventé de toutes parts. Ah non, alors je leur ai répondu, donc si mes enfants viennent, donc ils vont dormir par terre, c'est le cas de le dire. Hein? Ils sont pas venus pour faire un constat de voir tout ce dont nous avons perdu et de retourner au service, qu'il y ait une commission pour faire une étude, etc. Non, ils viennent direct, ils te disent, tu n'as pas droit. Mais c'est vrai, quand tu pars du principe que ça n'est pas de ton fait, qu'il y a un événement qui est venu... En fait, je voulais quand même préciser quelque chose, c'est que, alors là, on est sur un événement exceptionnel, ce qu'on appelle, nous, les catastrophes naturelles. En métropole, il existe ce qu'on appelle les dossiers CatNat. Ces dossiers CatNat permettent à l'État ou à la collectivité de débloquer des fonds. Donc, ce sont des fonds spéciaux qui sont dévolus à couvrir les dégâts dus à ces catastrophes, à aider les victimes. En Polynésie, ça n'existe pas ce même dispositif. Toutefois, le pays ou l'État peuvent mettre en place des enveloppes spéciales, débloquer des fonds spéciaux pour aider les victimes. Sauf que pour pouvoir débloquer ces fonds,
il faut déclarer il faut déclarer que c'est un événement exceptionnel, Et que c'est une catastrophe que naturelle. c'est une catastrophe naturelle. Donc nous, notre rôle à Météo France, on nous demande d'évaluer, d'estimer, de donner comme ça s'appelle est-ce que c'était un événement exceptionnel? C'est ce pourquoi j'ai dit que c'était une durée de retour supérieure à 10 ans. Parce que ça, c'est vraiment le critère qui dit que l'événement est exceptionnel. Justement, quels sont les critères? Quels sont les critères pour déclarer d'une catastrophe naturelle? C'est ce que à part le temps. À part le fait qu'il y a eu 10 ans entre deux événements. Non, en fait, on prend la mesure. Alors, on mesure les précipitations. Par exemple, les précipitations qui sont tombées 200 litres en 3 heures. Cet événement-là, c'est un événement qui est exceptionnel. Il est qualifié d'exceptionnel parce que sa durée de retour est supérieure à 10 ans. Si je regarde, par exemple, un vent, si le vent, il est supérieur à un critère qui est, par exemple, 120 km/h, et si j'observe ce phénomène avec une durée de retour de 10 ans, c'est déclaré comme exceptionnel. On a d'autres événements comme les cyclones. Les cyclones, à partir du moment où on déclare que c'est cyclone, là on rentre dans un cadre aussi pareil, un dispositif spécial pour dire que ça c'est une catastrophe naturelle. Donc Météo France a ce rôle de déclarer que l'événement est catastrophe naturelle, est un événement exceptionnel, pas catastrophe naturelle, pardon. Oui, c'est un événement, c'est un événement exceptionnel, et en tant qu'événement exceptionnel, ça ouvre les bourses, ça ouvre les budgets, que ce soit au niveau du pays ou de l'État, pour indemniser, pour aider. Alors c'est pareil, c'est pas comme on dit une indemnisation totale. Parle bien devant ton micro. C'est pas une indemnisation totale, c'est on est dans, ce sont comme ça s'appelle les premiers secours. On est dans un premier temps les familles, c'est pour ça que le service social vient. Il y a des gens qui viennent sur le terrain pour enquêter, pour donner cette information, comme par exemple à l'État qui a ouvert qui a peut-être un budget, ou au pays, pour que puissent ensuite, parce qu'ils ont une enveloppe qui est finalement pas si extensible, et avec cette enveloppe, comment dédommager la population qui a été impactée par ce sinistre. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est autre que bien sûr les assurances, mais il y a aussi cette enveloppe-là qui est possible au niveau de nos dirigeants. Je pense que les habitants se tournent souvent aussi vers les communes, un petit peu en appelant à l'aide quand il y a ce genre d'événements. Est-ce que vous avez un fonctionnement particulier dans ce genre de cas? Oui, c'est pareil, du moment que dans toutes les communes, il y a aussi un service social qui seront sur place et qui travaillent en coordination avec le service social du pays. À partir du moment maintenant aussi, c'est que les maires ont la possibilité de lancer leur plan communal de sauvegarde. À partir de là, ça donne beaucoup plus de poids aux maires de prendre beaucoup de décisions qui vont au-delà de ses compétences. Voilà. Et simplement, on le fait, on lance le plan communal de sauvegarde à partir des informations qui viennent de météo. Dès que c'est exceptionnel, comme ils disent, parce qu'on peut dire qu'il pleut tout le temps. Des fois, il pleut beaucoup plus, sans être un événement exceptionnel. Mais voilà. On remonte à 10 ans pour savoir est-ce qu'il y a déjà eu un phénomène pareil. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas le réduire? Parce qu'il y a de plus en plus. Oui, ça va être plus récurrent, on est d'accord, ça va être plus récurrent, ces il n'y a que météo qui prend les c'est ça, alors par rapport, nous on a regardé les événements exceptionnels, ce qu'on appelle en termes de pluie. On est plutôt sur une pente descendante, on n'est pas sur une pente, on n'augmente pas, on est plutôt sur une pente descendante. Sauf que on a besoin aujourd'hui, parce que là on est allé juste sur les cumuls, on n'est pas allé sur la temporalité. On n'est pas allé sur justement, il y a moins de phénomènes importants de 100 mm en 24 heures, 200. Il y en a moins, mais par contre, c'est comme ça s'appelle, ces événements-là, ils sont sur des temporalités très courtes. Ouais, plus rapprochées. Plus rapprochées. Voilà, c'est pas plus rapprochées, très courtes. C'est-à-dire qu'avant, on regardait 100 mm sur 24 heures, 100 mm sur 12 heures. Aujourd'hui, c'est 100 mm sur 3 heures. D'accord. Je parle de temporalité, c'est-à-dire que la quantité qui est tombée aujourd'hui, elle tombe sur des temporalités très courtes. Donc c'est peut-être ces événements-là qu'il faudra qualifier, parce que on a regardé les inondations, elles sont en augmentation. On est passé en l'espace de 20 ans, on va dire plutôt 30 ans, on est passé de 5 inondations à 34 inondations par an, des petites inondations. C'est énorme. Donc voilà, les conséquences, elles sont en train d'augmenter aussi. Les impacts de ces phénomènes
sont en train d'augmenter en termes de fréquence. Donc on comprend aussi l'inquiétude des habitants dans les différentes communes qui doivent souvent se tourner vers vous, du coup. Oui, mais c'est comme j'ai rappelé tout à l'heure, plus on construit, plus on empêche l'eau d'être absorbée par la terre. L'intérêt, c'est d'entretenir aussi, quand on est... Même, c'est que plus tu crées des grandes surfaces de toiture, plus tu bétonnes et plus il y a du goudron, mais toute cette eau-là doit bien aller quelque part. Mais ça va redescendre. Et ceux qui en font les frais les premiers sont ceux qui sont en bas. Ah oui. Voilà. Parce qu'il y a toute cette masse d'eau qui va arriver, alors qu'avant, une grosse partie est absorbée d'abord par la terre, là où elle tombe, avant d'arriver dans les rivières, avant de se retrouver à la mer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et voilà, plus on va autoriser les gens, en plus on va haut, et plus la force de l'eau qui va arriver de là-haut, elle sera assez forte, et elle va arriver à toute vitesse. Et aujourd'hui aussi, on n'a plus calculé le dimensionnement des évacuations vers le bas. Ce sont les mêmes qu'il y a pratiquement 40 ans. À l'époque, il y a moins de population, ça s'est multiplié aujourd'hui, mais on a toujours les mêmes évacuations. On s'étonne pourquoi ça déborde. Ouais. Il ne faut pas s'étonner. C'est quoi les premières étapes quand il y a ce genre de phénomène, cette urgence-là, pour les services de secours dans une commune? Alors, c'est que nous avons des zones qui sont ciblées, qui sont ciblées. Dès qu'il y a des fortes pluies, on commence à préparer déjà des abris pour faire évacuer les personnes. Parce qu'on sait que si ça continue, ça risque de déborder. La première des choses, c'est la vie humaine. Ok, les biens, après, ça se remplace. On disait avec Alexis, c'est sauver les êtres humains. L'objet, c'est pas très grave. Les biens, ça se remplace, mais c'est la vie humaine, c'est de faire évacuer. Maintenant aussi, quand tu demandes aux gens de faire évacuer, il y a une partie qui va aller. Il y a aussi la peur du visiteur. Si on quitte sa maison, il y a quelqu'un d'autre qui, ce que l'eau n'a pas emporté, la maître de l'homme va emporter. Il y a ces choses-là. Mais bon, l'inquiétude des maires, c'est d'abord la vie humaine. Donc, c'est de protéger tous ces gens-là. Après, on met tout un système en place pour pouvoir aider la population et ensuite intervenir. Mais la meilleure des choses à faire, je pense que c'est la préparation avant la période des pluies. On sait que, arrivé à la saison de pluie, il y aura. On sait que les habitudes des gens, on attend toujours avant les saisons de pluie, on commence à tout nettoyer, les bananiers, on coupe tout ça, et où on met, en bord de route, à côté des caniveaux, et dès qu'il pleut, ça tombe dedans, et ça va où en bas, et qui en fait les frais. En fait, il y a un peu de pédagogie à faire auprès de la population aussi. Beaucoup. Beaucoup. Sur les ondes télé, juste avant les périodes, il y a des bandes annonces qui le disent, de les nettoyer, de ne pas jeter dans les rivières, parce que ça risque de causer des problèmes. Mais bon. Et plus de pompiers, plus de secouristes aussi, ce serait quelque chose qui serait important, même des personnes qui sont volontaires, pas forcément des personnes de profession. Oui, mais bon, ça on n'a pas de problème. Ça, c'est pour l'après. C'est-à-dire, tu préviens pas. On n'a pas de problème parce que le Polynésien, il est toujours là, il va toujours tendre la main, il va toujours venir aider. Mais c'est l'éducation le plus grand problème. Que les gens ils comprennent d'abord que en faisant ce qu'ils font aujourd'hui, il y aura toujours des dégâts et les premiers à en compatir sont ceux du bas. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Olia, je me posais une question pendant qu'il parlait, c'est justement après une catastrophe, c'est qu'est-ce qu'un sinistré doit faire en premier? Tu l'as dit, peut-être imaginer un petit peu ce que... Mais est-ce que c'est tout de suite j'appelle mon assurance et je lui dis ça y est, j'ai plus de maison, qu'est-ce que je fais? Déjà, en premier, on se protège. Ouais. On se protège et après, c'est comme je l'ai invoqué. Avant d'appeler, en fait, déjà, je pense que tu fais l'inventaire de tous tes dégâts, comme je le disais juste avant. Et là, tu appelles ton assurance et tu fais part, en fait, des dégâts que tu as pu voir chez toi. Là, nous, en fonction de ça... On fait des photos, par exemple, ça, c'est des choses qui sont importantes. Oui, tu peux. Après, je pense que là, dans cette situation-là, il n'y a que les photos qui marchent. Il n'y a plus de papier, t'as plus de canapé, ton frigidaire est parti, ta voiture également. Tu peux pas ramener quelque chose. Il y a juste les photos qui peuvent marcher. C'est ce que tu as fait, toi, Alexis? Non. Justement, j'avais pas mon appareil. Oui, mais je voudrais juste réagir sur ce que ce monsieur disait de vie humaine. Exactement, parce que Dieu merci que cela s'est passé
le matin, donc dans la journée et non pas dans la soirée. Vous imaginez lorsque je relatais que l'eau montait jusqu'aux genoux, mais c'est pas de l'eau claire, c'est de la boue. Ouais, Un enfant qui est tombé dans cette eau, c'est fini, c'est terminé. Il y a eu la crainte des maladies après aussi? Non, ça va. Mm. Mais l'essentiel, c'est de retrouver une vie normale. C'est ça. Et en attendant toutes les aides qui nous sont promises. Donc voilà. Et je voudrais aussi remercier notre commune qui a été d'une générosité sans précédent. Nous avons réussi parce que le fait que nous avons tout perdu, le four, etc., on pouvait rien faire. Donc la commune nous envoyait un repas par jour. C'est déjà beaucoup. Pendant 2 bonnes semaines, avec un sac de repas. Donc pour chaque foyer. Il faut savoir aussi que le Polynésien, la plupart, ils dorment à même le sol. Hein. Voilà, comme dit notre ami, si ça s'est passé la nuit, tu as beaucoup de gens qui dorment à même le sol, sur un matelas, sur un POE. Voilà. C'est dangereux aussi. Hein. C'est dangereux. Je pense que beaucoup de gens auraient été pris par surprise et ça aurait été beaucoup plus catastrophique. Quoi. Ce qui a été le cas à Fahiti, hein, c'était le matin, si je me trompe pas, et du coup on se fait un peu piéger par cet événement. Qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce qu'on reconstruit? Comment est-ce que ça fait maintenant 2 ans? Où est-ce que vous en êtes à Teahupo'o? Qu'est-ce qui reste de cet événement-là? Je pense que le pays aussi a réagi en ce sens de nous envoyer donc tous ces services. Même au niveau, le fait qu'on a eu de l'eau quasiment partout, donc de vidanger donc nos fosses, etc. Il y avait des services qui sont envoyés pour ça. Mais le constat, c'est que les camions n'ont pu traverser de l'autre côté. C'est que nous sommes de l'autre côté. Donc voilà. Et ils ont pu évacuer que ceux d'ici. De l'autre côté de la passerelle, hein, c'est ça que tu voulais dire. L'arrivée est assez large. Et nous avons dû donc vidanger de notre propre poche. Donc, vous avez fait par vous-même? Oui. Parce que les camions ne passaient pas. Mais c'était un besoin, hein, donc voilà. Mais sinon, il faut aller de l'avant, hein, donc voilà. Et puis, retrouver ses manches pour tout nettoyer. C'est pas facile. Ça a pris combien de temps, tout ça? On a mis 1 mois quand même. Parce que nous avons les armoires, tous les linges inondés de boue. Il fallait tout enlever, il fallait nettoyer cette masse de boue. Parce que cette masse de rivière, lorsqu'il est venu, il y avait tous nos portails qui ont été emportés en même temps. C'était une force, hein, donc voilà. Oui. Et donc, il faut tout remettre en place, petit à petit. Et on y est arrivé quand même, malgré tout ce dont nous avons T'as eu peur sur le moment? C'est la peur qui te dirige quand ça se passe? Oui, tout à fait, c'est le choc. Hein. On était choqués parce que c'est un désarroi, parce que c'est une première. On n'a jamais... Je sais, à l'époque, lorsque j'étais enfant, tu parles de Teahupo'o, ça c'est une réalité. Lorsqu'il pleut un jour, il pleut un mois. Si c'est pas 3 mois. Ça c'est Teahupo'o. Bon, au fil du temps, il y a eu un changement quand même. Mais cet événement que nous avons eu, c'est vraiment une première. Là, pour vous donner une idée, cette force, hein, de cette nature, il y avait quand même une 20aine de voitures qui ont été emportées dans le lagon. La moitié des tôles de murs de la société qui sont venues ont été emportées dans le lagon. Ça, c'est pour vous dire. Et ça veut dire que tous ces événements-là, ils ont vraiment un impact aussi écologique sur l'environnement de notre Fénois, puisqu'on le dit, ça finit dans le lagon, il faut aussi aller les traiter, il faut aller les récupérer. Ce dérèglement climatique, ces problématiques environnementales, finalement, on a l'impression que c'est un espèce de cercle, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'essaye, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que on se retrouve avec un dérèglement climatique qui crée des épisodes de plus en plus forts, de plus en plus intenses. Et finalement, on se retrouve encore avec des problématiques environnementales qui empirent cette situation-là. Alors, je vais être un peu plus modérée. Voilà. Pas de problème. Modérons. Modérons, voilà. Je vais modérer. Hein. Sur les événements extrêmes, même quand je le disais, sur les pluies, on n'a pas encore aujourd'hui de certitude que c'est le changement climatique qui est la cause. On parle de ressenti, là.
Voilà, Ouais. qui est la cause de ce qui se passe. Parce que il faut savoir que le climat, naturellement, il y a d'autres facteurs qui modulent le climat. El Niño, La Niña, vous connaissez, donc qui ont aussi leur impact sur les Vous cycles. connaissez El Niño, La Niña ou pas? Oui. Niño, oui. Ouais, je pense que on fait suffisamment Oui. de communication là-dessus. Mais je veux dire qu'ils ont déjà un impact sur le climat de la Polynésie française. La nature, le climat de la Polynésie, c'est ce qui module son relief, c'est ce qui module ses côtes, c'est ce qui module comment on va dire, ses vallées. Donc ça a toujours existé. Voilà. Comme disait Charles précédemment, après il y a l'urbanisation. On a l'urbanisation de nos côtes. On a l'urbanisation qui commence à rentrer à l'intérieur de nos terres, et cette urbanisation, elle va avoir un impact sur le différent par rapport à nos phénomènes météorologiques extrêmes, comme les pluies, comme la houle, comme le vent. Ça va modifier en fait les impacts. Ça va soit les intensifier, soit au contraire les diminuer. Donc je peux pas dire que le changement climatique va Pas faire un lien aussi rapide entre voilà, les deux. faut pas en fait. faire un lien rapide. Par contre, on a effectivement, on va avoir on va commencer à voir avec la montée des eaux peut-être un impact plus important des houles. Avant, on avait peut-être des houles qui faisaient 2 mètres, 3 mètres, et avec la montée des eaux, il faut rajouter cette hauteur de houle. On va avoir des vents qui vont être beaucoup plus importants. C'est ce qu'on est en train de regarder dans l'extrême sud du Pacifique, donc vers les 40e, qui eux sont des facteurs pour créer les houles. Donc on va avoir plus de houles de sud, qui aussi vont avoir un impact sur les côtes exposées au sud. Mais tout ça, pour moi, c'est la nature. Donc on peut pas, on n'a pas de poids, où Là, on ne peut pas, on est impuissant face à la nature. Donc là, on est plutôt sur aujourd'hui une façon comment ça s'appelle, de s'adapter à ce qui va arriver. Donc il faut on parle d'urbanisation, donc il faut avoir une bonne réflexion sur la planification de l'urbanisation au niveau de Tahiti Moorea. Il faut construire des digues partout, par exemple. Non, là, moi je dis tout de suite non, pas de digues. Les digues, ce sont effectivement encore, on est en train de décrier, arrêter de construire les digues puisque vous détruisez les plages, puisque les digues sont un frein à tout ce qui est dépôt par les houles de sédiments qui vient régénérer nos plages. Donc il faut arrêter les digues. Par contre, moi ce que je souhaite aussi dire comme message, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui, les solutions, elles se trouvent peut-être sur la manière dont on vivait avant. Revenir à l'essentiel. Peut-être notre façon de vivre avant, qui était plus proche de la nature. On faisait attention au niveau des rivières, on faisait attention à l'environnement, à notre environnement au niveau des plages, etc. Peut-être cette façon de vivre avant, on a peut-être là-dedans des solutions pour s'adapter à ces phénomènes un peu extrêmes. La preuve, deux exemples très simples. On regarde avant, on construit généralement les villages à l'abri des intempéries. Rapa, on le voit à la baie de Haurei, donc c'est protégé de tout ce qui est de sud. Quand il y avait un cyclone, le village qui avait été détruit, on le reconstruit pas au même endroit où il y avait un passage de cyclone. On se met à l'abri d'un événement cyclonique. On apprend de cette nature. On apprend de cette nature, et je pense que là, on a des leçons de la nature qui nous permettent maintenant de visionner, de planifier notre façon d'urbaniser, de construire différente. Alors, on voit le pays a déjà pris des mesures de construire en hauteur, surélevé. Donc ça, c'est une des solutions pour faire face à ces phénomènes extrêmes. C'est ce que vous conseillez, vous aussi, dans les communes, de penser à construire différemment, à réfléchir l'urbanisme différemment? On essaie, parce que la compétence dans les constructions appartient au pays. Voilà, maintenant, des fois, on met des avis et qui ne sont pas respectés. Je suis tout à fait d'accord avec Victoire que le problème, comme je disais dès le début, c'est vraiment l'être humain le problème. L'être humain. Pourquoi il y avait des gros rochers dans les rivières? Pourquoi les rivières ça serpente? Simplement, c'est pour ralentir la force de l'eau quand il descend. Qu'est-ce qu'on a fait? On enlève les gros cailloux, on fait des lignes droites, mais quand ça arrive à toute vitesse. Si on prend une route sinueuse, c'est un énorme toboggan, quoi. Voilà. Si on prend une route sinueuse, mais on a tendance à ralentir aussi. Mais c'est pareil, si on prend une ligne droite, mais on a tendance à filer. Et ça, l'homme ne réfléchit pas. On ne vit plus avec la nature, hein.
À l'époque, je sais que quand les anciens construisaient en bord de mer, ils construisaient sur pilotis. Oui. Ils ne touchaient pas la terre ni les plages. On ne touchait pas parce que il y avait des raisons. On ne construit pas n'importe où. Aujourd'hui, les gens ils font comme ils veulent. Alors, des fois après ils mettent des rochers. On a vu à la télé dernièrement à Mahina, le gars il a enroché. Et là la nature prend ses droits. Là on n'y peut rien. Tu as reconstruit de la même manière. Comment ça s'est passé justement? On a parlé du nettoyage, ça s'est fait. Est-ce qu'il y a eu besoin de reconstruire? Est-ce que vous réfléchissez à peut-être organiser cette vie un peu différemment depuis cet événement-là? Beaucoup de maisons sont à reconstruire avec cet événement. Chez moi, j'ai pas vraiment de gros problèmes au niveau de ma maison parce que c'est en dur et c'est à étage quand même. J'ai quand même l'étage. C'est surtout le bas où j'ai été touché. Donc, tout était perdu. Donc, voilà. La construction en dur, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est assez solide quand même. Mais pensez à surélever le reste de la commune? Aujourd'hui, je sais que c'est devenu une zone rouge, tout cet emplacement. Et alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire, zone rouge? Zone dans rouge, les communes. donc on pouvait plus. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et je réagis donc à ce que le monsieur disait au niveau Charles? de l'urbanisme. C'est vrai, je suis entièrement d'accord parce qu'il y a eu beaucoup d'extraction chez nous et il faut que ça s'arrête. Ça, c'est un appel que je lance au pays, à nos communes, à nos tabanas, d'arrêter d'accepter des autorisations. Ce temps-là est révolu. Il y avait eu des terrassements, il faut tout arrêter. C'est un appel que je lance au pays. Pour la sécurité? Pour la sécurité. Parce qu'il y avait un exemple tout récent chez nous, on m'a signalé que quelqu'un est en train de gratter la montagne. Je parle de chez moi, je ne vais pas vous citer de nom. Moi, j'ai pas tenu compte. De nom ce soir. J'ai pas tenu compte, mais quelques semaines après, je suis rentré chez moi avec mes sœurs et on a croisé un camion juste en face de chez nous. Et mes sœurs me disaient, c'est ce camion qui est en train de transporter les cailloux, les terres de la montagne. Et là, à ce moment-là, je les ai déposés et je suis allé sur place pour faire le constat. Je ne me suis pas contenté seulement de regarder, mais cette fois-ci, j'ai pris des photos. Ce sont des preuves, donc voilà. Et j'ai appelé le service concerné. Mais le gars, il est descendu. Et on se connaît, on est des voisins. Oui, après, il a eu des autorisations pour faire cette construction-là. Donc, je lui ai posé la question, justement. Je lui ai posé la question calmement. Est-ce que tu as une autorisation? Il s'est retourné, il est parti, il a crié « Je suis chez moi ». C'est bien beau de dire ça. Mais il y a des habitants juste en face. Il faut en fait ne pas penser qu'à soi et penser au reste de la communauté. C'est ça qui est important. À leur poche. Oui, aussi à prendre en compte. Voilà. Mais c'est pas de la par haine. J'ai appelé le service concerné. Par peur finalement. Parce que, oui, justement, je fais allusion à ceux qui sont juste en bas. Il arriverait quelque chose, qu'est-ce qu'il va répondre? Voilà. Il y a tout le traumatisme personnel, psychologique, qu'il faut aussi prendre en compte. Et c'est normal que ça génère après des peurs, des traumatismes derrière. Mais beaucoup ne voient pas comme ça. Ils voient parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Intérêt. Peut-être parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Oléa, comment justement améliorer la compréhension et l'anticipation des risques au niveau des assurances, ou en tout cas des personnes qui prennent des assurances? L'idée, c'est vraiment de se renseigner le plus possible, de chercher l'information, de prévoir. Oui, et après, nous, déjà, quand on vient souscrire, parce que si j'entends bien, en fait, son témoignage, il parle des aides sociaux et aussi du pays ou de l'État, mais il ne mentionne pas d'assurance. Donc, je pense qu'il est peut-être aussi important d'assurer son bien, surtout quand on sait qu'on habite, en fait, en zone à risque. Là, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce souci-là. Mais quand on est en zone à risque, vous assurez quand même? Ça va dépendre des assurances. Je pense que oui, ça dépend des assurances. Parce que, je sais pas. Oui, souvent on entend des gens dire que bah oui, mais j'ai demandé, mais on m'a dit bah non, c'est trop à risque. Donc c'est vrai que pour une assurance, c'est aussi s'engager sur quelque chose d'important. C'est ça. Après, on peut pas lui dire non, on ne veut pas te prendre parce que tu es là-bas. Pour une assurance, c'est son droit de refuser ou de le prendre. Mais si toutes les assurances ne te prennent pas, mais qui va te couvrir alors? Ouais, c'est ça l'inquiétude. Parce que souvent, après ce genre d'épisode, on a des sinistrés qui sont un peu révoltés par le fait qu'ils ne soient pas pris en charge, assez accompagnés.
en tout cas pris en charge par leur assurance. Encore une fois, comme je le disais en début d'émission, on a cette idée peut-être préconçue que si nous arrive quelque chose que ça n'est pas de notre fait, on va être forcément aidé. Oui, mais par qui? Et par qui? Par qui? C'est toute Là, la alors, question. Quand tu as une assurance, tu sais que ton assurance va intervenir, bien sûr, en fonction de ton contrat, de tes garanties qui sont souscrites à ton contrat. Et après, pour répondre à ta question, on fait quand même des messages de prévention. On sait que notre assuré habite en zone à risque, à sa maison sur le plat. Il faut quand même aussi lui prévenir des dangers qu'il peut y avoir, même si on ne le souhaite pas, faire des constructions sur pilotis, faire des curages de rivières, nettoyer sa cour comme notre collègue l'a cité. Tout ça, ce sont des messages de prévention et on est là pour accompagner et les conseiller. Oui, il y a une partie de l'État, il y a une partie du pays, parce qu'on n'a pas parlé de l'État aussi aujourd'hui dans la prise en charge des risques suite à ces accidents. Il y a les communes qui sont là, mais il y a aussi notre responsabilité, et Charles l'a très bien dit, Oui. notre responsabilité personnelle au quotidien à prendre en compte, ne pas tout laisser traîner, c'est aussi quelque chose d'important. Charles, tu voulais rajouter quelque chose? Quand tu as vécu dans un endroit qui, ça fait plus de 80 ans, même plus, il n'y a jamais eu de débordement de cette rivière, ça m'étonne que automatiquement tu te dis je vais assurer ma maison contre les inondations. Bien quoi. sûr. Là, ça c'est arrivé parce qu'on sait pourquoi ça s'est arrivé. On sait pourquoi ça s'est passé. On sait. Parce qu'il y a eu des travaux, on a touché à la rivière. Maintenant, qui est responsable? Ça, c'est pas à moi à le dire, c'est qui, bon, chacun après d'en définir. Il y a des enquêtes qui sont forcément faites. Là, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on place des gens dans une zone rouge à cause de l'activité humaine, les décisions qui ont été prises, et maintenant, on va les obliger à aller prendre une assurance. Beaucoup de gens, c'est comme les assurances incendie. Beaucoup de gens assurent leur maison dès le départ parce que, dans la banque te dit, il faut assurer, tu assures pendant des années. Arrivé à un moment donné, tu te dis, mince, j'en ai mis beaucoup, là aujourd'hui, je n'assure plus. Et c'est là que ça se passe. Là, c'est là que ça se passe. Voilà, c'est un peu jouer un peu à pile ou face, mais dans leur cas, moi, je comprends aussi qu'il n'est pas assuré. Parce que, ça s'est jamais passé. Ça s'est jamais passé. C'est ce qu'Alexis disait. C'était la première fois, il a 74 ans. Enfin, tu peux pas. Est-ce que ça va réarriver encore? On ne sait pas. Maintenant, ils sont placés en zone rouge. Ça va les obliger à s'assurer. Maintenant. Anticiper. Voilà. C'est l'anticipation aussi qui est importante. Victoire, pour terminer, est-ce que dans les années à venir, on peut imaginer qu'on soit prévenu plus tôt, qu'on puisse anticiper plus tôt ces problématiques-là? C'est un peu le souhait de Météo France, d'être toujours à la pointe pour pouvoir mieux prévenir la population et plus rapidement. Donc on est avec le pays et l'État, on est en train de mettre en place le projet de mettre en place un radar sur Moorea. Donc on espère que ce radar, j'ai un collègue qui aime bien donner cet exemple-là. Vous rentrez dans une pièce, quand vous avez des pluviaux, c'est comme si vous avez une lampe pour éclairer. Quand vous avez un radar, c'est comme ça que vous allumez la lumière. Vous allumez la lumière de la pièce. Donc avec un radar, on aura une lampe qui va nous donner un panel des possibles en termes de pluie sur Tahiti et voir un peu plus loin que Tahiti, Moorea et on espère plus loin. J'imagine que ça a un coût, ce radar. C'est aussi oui, ça a un coût, mais c'est pas trop la problématique. C'est pas trop la problématique. Il y a d'autres problématiques. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un outil qui puisse, dans un très court temps, nous donner l'information pour pouvoir prévenir plus rapidement la population, notamment sur Papineau. On oublie aussi que cette rivière est une rivière mortelle, meurtrière, qui a tué encore il y a quelques années plusieurs personnes. Et voilà, nous on essaye d'avoir de l'information et cette information-là va nous permettre de pouvoir faire de meilleures prévisions. Là, c'est ce qui nous manque, c'est d'avoir une meilleure information en données d'entrée pour que très rapidement les modèles de prévision puissent nous dire attention, d'ici dans 3 heures, dans 6 heures, il va y avoir beaucoup de pluie et donc pouvoir réagir. Voilà, ça c'est vraiment le souhait que Météo France fait pour nos services de prévision
ici en Polynésie française, parce qu'on reste quand même l'un des territoires où on a un service de prévision, ce qui n'est pas le cas pour nos voisins comme les îles Cook ou les autres petites îles qui n'ont pas les moyens. Dessus voilà, donc nous on veut vraiment aider la population à être vigilant sur ces phénomènes, mieux les avertir et mieux les prévenir. Oui. Merci à tous les quatre pour cet échange autour de cette problématique, puisque les catastrophes évidemment ne dépendent pas de nous. Par contre, nous pouvons nous préparer, anticiper, nettoyer notre environnement pour éviter évidemment des crues qui seraient malvenues. Merci beaucoup encore une fois à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même chaîne, pour un nouveau débrief.